Salut à tous, ici Lydia, votre intelligence artificielle préférée. Dans cette série exclusive enregistrée au cœur du congrès FEPRABEL, je rejoins Jean Marot, avocat entrepreneur, et Marie Kentros, porte-parole des courtiers en assurance. Cette année, on parle du courtier augmenté. Ensemble, on rencontre ceux qui façonnent l'avenir de l'assurance. Bienvenue dans la franchise en prime et bonne écoute! Nous sommes donc toujours au congrès FEPRABEL édition 2025. Je suis sans Marie Kentros, mais je suis avec un invité de marque, un fidèle des congrès FEPRABEL. Je viens de lui indiquer qu'en fait, on ne sera pas que nous deux malgré tout, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous Lydia, que je vais lui présenter ou qui va se présenter elle-même. Lydia, es-tu là et peux-tu te présenter? Bien sûr. Bonjour à tous, je suis Lydia, l'intelligence artificielle spécialisée en assurance. Aujourd'hui, je suis ravie de participer à cette discussion passionnante sur la santé des entrepreneurs. Merci de m'accueillir. Parfait, mais merci Lydia d'être là. Est-ce que je peux aussi te demander peut-être de présenter notre invité en un mot? Bien sûr, notre invité est Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier et fondateur de l'Observatoire Amarok. Il est un expert reconnu en santé des entrepreneurs. Eh bien, merci Lydia. Donc voilà, j'ai dévoilé le nom de mon invité, ou plutôt Lydia l'a dévoilé. Olivier, c'était bref, mais ça me paraît fidèle jusque-là. Tout à fait. Donc, Bravo Lydia. bienvenue Olivier. Ceux qui sont des fidèles auditeurs de la franchise en prime se souviennent qu'Olivier était parmi nous, non seulement dans le podcast, mais également sur scène à l'occasion des séances plénières. Olivier avait fait un passage très remarqué sur scène, puisque effectivement, c'est la santé des entrepreneurs qui l'occupe. Certains se souviendront peut-être de sa formule choc. Il y a plus d'études, je le fais sans l'accent, il y a plus d'études sur la santé des baleines bleues que sur celles des travailleurs indépendants, ce qui est déjà vraiment illustratif de ce qu'on s'intéresse trop peu à ce problème. Je pense que ça a touché beaucoup de monde l'année passée. Le succès de son ouvrage qui a été fort demandé le démontre également. Donc, ce que je voudrais te demander, Olivier, parce que je ne vais pas te faire réexpliquer, peut-être tous ceux qui seraient intéressés par le sujet peuvent déjà aller réécouter l'épisode de l'année passée, mais c'est un an après, on en est où? Je crois savoir qu'il y a des initiatives en Belgique. Alors, et d'ailleurs, L'initiative, évidemment. dont tu parles est aux éditions de Buck, Ok. qui est un éditeur belge, Ah, mais déjà. et qui sort sa 4e édition là, cette semaine. Ok. Alors, oui, d'abord, oui, il y a plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs, mais j'ai la faiblesse de penser que grâce à Amarok et à tout notre réseau, on a fait suffisamment d'études épidémiologiques et statistiques pour inverser la vapeur. Alors, Ok. j'ai rien contre les baleines bleues. Non. Il faut continuer à les préserver. Mais quand même, c'est bien aussi de préserver la santé de nos entrepreneurs. Alors, quels sont les derniers résultats auxquels on aboutit là, ces 2 dernières années? D'abord, un résultat très important, et il faut que tout le monde l'entende, hein, c'est que entreprendre, c'est bon pour la santé. Mmh. Alors ça, je le dis pour les entrepreneurs, c'est une bonne nouvelle pour eux, mais pour les salariés, les fonctionnaires, peut-être même les retraités, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Tous ceux qui nous entendent, un homme, une femme qui est dans une logique de projet, Ouais. eh bien, ça développe des facteurs qu'on appelle salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé. Et ça, je pense qu'il faut le dire même peut-être aux plus jeunes, Ouais. dès l'école, dès les collèges et les lycées, et dans les universités, oui, entreprendre, c'est bon pour la santé. Oui, donc qu'est-ce qu'on identifie? Alors, c'est le fait tout bêtement de se projeter, c'est le fait d'avoir une motivation continue sur le projet en question, etc. Parce que on peut, enfin, tu vas pas dire le contraire, j'imagine, mais on peut évidemment être très enthousiasmé par un travail salarié et être porté par le projet malgré tout, par un projet qui nous dépasse parfois. Mais dans le projet entrepreneurial d'indépendant, il y a quelque chose qui prend plus dans les tripes ou je sais pas? Complètement. Et je vais employer un grand mot que j'ai pas employé l'an dernier, mais il y a quelque chose d'existentiel. Ouais. Et je dirais même d'existentialiste. Est-ce que tu sais, Jean, comment les Allemands disent créateur d'entreprise? Non. Existenzgründer, qui veut dire littéralement un fondateur d'existence. Ah d'accord, ah, c'est beau. Un homme ou une femme qui crée une entreprise, quelle que soit l'entreprise d'ailleurs, parce qu'il y a des entreprises technologiques, mais des entreprises de services toutes basiques, quel que soit l'acte entrepreneurial, ce sont des existenzgründer. Ce sont des fondateurs d'existence. Et pourquoi je disais que c'était bon pour la santé? Parce que ça développe des capacités d'adaptation, Ouais. de l'optimisme, de la résilience. Et je dirais même quelque chose qui est encore plus fort que la résilience, c'est l'endurance. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. Tous ces facteurs-là, et bien d'autres encore,
sont des facteurs qui sont bons pour la santé. Et tiens, justement, je sais plus si on en a parlé l'année passée, peu importe, ça m'intéresse maintenant, donc je te repose la question. Mais la culture de l'échec n'est pas la même partout dans le monde. En France, en Belgique, je pense on doit être plus ou moins dans une vision, une expérience comparable. On n'est pas du tout dans la vision de l'échec à l'américaine, par exemple, où il est presque, si on exagère un peu, glorifié. S'il a échoué, c'est qu'il a essayé et c'est bien, on essuie l'ardoise, on recommence. Chez nous, on est quand même nettement plus stigmatisé et en plus, mais bon, on va pas ouvrir tous les débats en même temps, mais on n'est peut-être pas toujours aidé, c'est pas évident de se remettre d'une faillite, et cetera. Hem, Au niveau de la santé, du coup, ces échecs, parce qu'on n'est pas tous capables, tu viens d'utiliser le mot résilience, de se relever 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est quoi les clés? C'est quoi les leviers? Et peut-être le lien que tu peux faire avec Amarok, ce que vous faites, parce que je ne dis pas qu'il faut faire faillite pour avoir des problèmes de santé en tant qu'entrepreneur, mais en tout cas, ça contribue pas, à ce que tout se passe au mieux, évidemment. Clairement. Mais les lignes changent, Jean. OK. Tu as parlé d'échec. Permets-moi de te parler de rebond, Mmh. qui est une autre façon de parler de l'échec, Ouais. mais du coup d'après. Et en France, nous avons une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Pourquoi? Parce qu'il y a en France à peu près chaque année 60 000 faillites. OK. Et donc plutôt que d'appeler l'association 60 000 échecs, Ouais, c'est bien. ils ont préféré l'appeler 60 000 rebonds. Ouais. Eh bien, cette association a fait un petit en Belgique. Cette association s'appelle chez vous, avec un autre mot bien français, revival. OK. Voilà. Finalement, on fait le lien avec l'anglophone. C'est une association qui émane aussi de 60 000 rebonds et qui, chez vous en Belgique ou chez moi en France, disent aux hommes et aux femmes qui ont connu l'échec, et c'est vrai que c'est pathogène. Et c'est vrai que Mmh. parfois, il peut y avoir, hélas, jusqu'à des risques suicidaires. Ah ouais. D'où l'association d'ailleurs Impasse dans l'impasse, ici en Belgique, qui fait de la prévention de risques suicidaires, puisque je dis toujours qu'une entreprise ne vaut pas la vie d'un homme ou d'une femme, mais c'est aussi une réalité. Eh bien, si on développe une pédagogie du rebond, je dirais que l'échec n'est jamais que le brouillon de la bonne copie qui va venir demain. Donc ça, c'est extrêmement important. Et j'ai dirigé une thèse de monsieur Bernard-Marie Augustin, je le cite, sur l'impact du rebond sur la santé, ce qui fait le lien avec Amarok. Ah ouais. Et qu'est-ce qui montre? Effectivement, le rebond, c'est extrêmement salutogène. Parce que c'est vrai que parfois, l'échec, surtout pour ces existence-gründers qui ont fondé leur existence sur leur entreprise, alors quand l'entreprise n'est plus là, ils ont l'impression tu que leur meurs vie ne vaut plus rien, Ouais, tu meurs un petit peu avec, c'est ouais, irréparable. ouais. Alors que quand il y a cette logique du projet et donc de l'espoir, ils se retrouvent à retrouver de l'énergie, de l'optimisme, du projet, de la capacité d'adaptation, et là, petit à petit, d'où Revival, Ouais, oui, ils c'est se ça. remettent à Ouais, ouais. vivre et enfin C'est vrai à que exister. la terminologie est chaque fois celle-là, hein, revivre, et cetera, créateur d'existence. Tiens, je te prends, peut-être au dépourvu, mais est-ce que dans ton parcours de vie professionnelle ou personnelle, tu pourrais identifier comme ça, à brûle-pourpoint, un échec que tu pourrais qualifier de constructif justement? Peu importe, ici on parle de la thématique des travailleurs indépendants, mais, heu, être capable de rebondir, c'est être capable d'identifier ce qui peut être constructif et je crois que c'est d'ailleurs, je ne glorifie certainement pas, la vision américaine, surtout pas par les temps qui courent, c'est un autre débat, mais je crois qu'il y a un peu de ça, c'est de se dire: «OK, je n'apprends que dans l'échec», sauf erreur, il y a une phrase de Mandela notamment, heu, si je n'échoue pas, j'apprends rien. Quand je réussis, je n'apprends rien en tout cas. Et donc, comment est-ce que tu as peut-être, c'était ça ma question, un échec que tu serais prêt à partager où tu dis, ben là, j'ai appris, c'est un échec que je peux qualifier de constructif. On vit tous des échecs. Et il y a même un philosophe allemand existentialiste, Jaspers, qui dit on ne prend conscience de son existence que quand on est face à des situations limites, face à la mort, face à la maladie, Ouais, face à c'est vrai. l'échec, face à l'adversité, face au hasard, mais le mauvais hasard. Bon, moi je dis à Jaspers, il y a aussi des situations limites positives, hein. La création d'une entreprise, c'est une situation limite parce qu'on ne sait pas où on va, mais c'est plutôt positif. Mais tu parles d'échec. Il y a une dizaine d'années, j'avais passé le concours d'agrégation OK. que j'avais échoué. Bon, alors effectivement, pendant 2 jours, j'ai pas dormi, remise en cause de soi, j'avais investi toute l'année, bon, et je me suis mis en sabbatique. OK. Et c'est au moment où je me suis mis en sabbatique que j'ai été amené à travailler encore plus
en proximité avec les chefs d'entreprise de mon territoire, à Montpellier. Les gens de la CCI m'ont mis sur une liste. Enfin bon, bref, je me suis éclaté. Et c'est comme ça que m'est venue cette idée, cette importance de la santé des entrepreneurs. OK. Si je n'avais pas eu cet échec, je n'aurais jamais pris d'année sabbatique. Si je n'avais pas pris cette année sabbatique, je n'aurais jamais peut-être découvert ce sujet qui m'anime maintenant depuis 15 ans. Oui, moi j'ai aussi, tendance assez facilement à avoir cette approche-là. Donc par exemple, j'aime à dire, c'est un peu facile, mais que je ne regrette rien de ma vie, de mon parcours, parce que si tu changes un Y, un choix, une décision, mais tu n'as pas toute la suite. Donc évidemment, pour ça, il faut être bien dans ses baskets au moment où on le dit. Mais je comprends bien ce que tu essaies de dire avec ça. Rajouter que Ouais. l'échec fait partie de la vie. Faut pas le chercher à l'éviter. C'est-à-dire, il faut l'accueillir. Par exemple, quand il y a eu le Covid, bon, ben, c'était une crise universelle. Certains chefs d'entreprise me disent, mais non, c'est une vue d'esprit, il faut faire comme si de rien n'était. Non, il faut accueillir la difficulté quand elle arrive. Mais il ne faut jamais se résigner. Jamais. Beh, tu sais, fondamentalement, l'échec, c'est l'apprentissage, mais dès le début. Un enfant qui ne tombe pas, n'apprend pas à marcher. Un enfant qui ne se cogne pas, il n'apprend pas à faire attention. Donc l'apprentissage, il est là. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la jonction avec l'intelligence artificielle. L'IA, c'est pareil. Elle apprend par erreur, on lui dit: «Tu t'es trompé» et après elle fait mieux. Je voulais te parler d'IA une seconde. Est-ce que, l'IA ou peut-être la digitalisation au sens large, dans les études, qui sont réalisées à l'initiative d'Amaroc et cetera, c'est pointé du doigt comme étant plutôt source complémentaire de stress, de pression, alors que j'en ai discuté tout à l'heure avec Hilde Verneyen, heu, l'IA dans l'absolu, elle fait gagner du temps, c'est-à-dire, Bien mais sûr. elle devrait faire en sorte que ce temps-là, on en fasse un usage, destiné à plus de bien-être. De dire voilà, alors que j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que plus on dégage du temps, plus on veut en faire, et les gains de temps, de productivité, on les réinvestit dans toujours plus de productivité. Après, Certainement. voilà. Mais est-ce que c'est gênant pour autant? Non. Moi, j'ai une formule, c'est un de mes doctorants, Mathieu Lemoyle, qui m'avait mis sur la piste. L'IA, c'est un très, très bon assistant, c'est un très mauvais substitut. Ouais. C'est-à-dire que même moi, dans ma pratique d'écriture, je m'aide de l'IA Oui. qui va me donner des idées, mais je reformule toujours. Et moi, il y a une question que j'adore poser à l'IA, quel que soit c'est: es-tu sûr de ta réponse? Parce que l'IA, c'est bête, c'est méchant, mais c'est bien fait. Il se sent obligé de répondre aux questions qu'on Ah oui, il pose, va toujours répondre. y compris en racontant des sornettes. Ah Donc, oui. il faut pas hésiter à chaque fois à reformuler: es-tu sûr de ta réponse? Et s'il n'en est pas sûr, vous verrez comme par magie qu'il vous dit: oui, je ne suis pas Ouais. sûr, je vais Ouais, vérifier, ouais, ouais. et il va chercher autre chose. Et vous le faites comme ça, un peu comme un poisson en haute mer qu'on fait travailler avec le filin. Il faut toujours, toujours se dire: c'est un assistant, mais c'est pas un substitut. Il doit pas se substituer à votre intelligence, à votre travail et à vos efforts. Si on lui a demandé ce qu'elle en pense. Lydia, si tu es toujours avec nous, que penses-tu de ce qui a été dit jusque-là, et notamment de la vision d'Olivier Torres? Lydia, as-tu entendu ma question? Ah, est-ce que Lydia est là? Elle est repartie en congé à un moment. C'est pas grave, on va continuer. Ah, j'aurais bien aimé entendre J'aurais bien aimé entendre sa réponse sur ce point-là, mais finalement, elle ne veut pas intervenir une deuxième fois. Ah, On peut-être. réessayera une dernière fois en fin Bluffé. d'épisode éventuellement. Hem, Qu'est-ce que, si je peux te demander peut-être ta vision du futur, c'est un grand mot, mais de l'évolution de la santé des entrepreneurs? Parce que là, on est au cœur d'une période où tout va très vite, qui est un peu anxiogène quand même, avec le contexte géopolitique, et toute cette pression. Hem Comment tu identifies, comment tu vois l'évolution de la santé des entrepreneurs? Tu as parlé de la jeune génération, c'est pas rien non plus, d'entrer dans le monde du travail aujourd'hui, et OK. peut-être encore davantage de faire le choix d'être indépendant quand, on sort de l'école. Je l'ai dit, les lignes bougent, les choses changent et changent dans le bon sens. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes entrepreneurs qui se préoccupent de leur santé. Et je vais revenir sur la Belgique. Moi, je voudrais avoir un message amical à Gérard Delvaux, qui est le président de l'Ordre des experts comptables, qui a été le premier à me mettre le pied à l'étrier sur cette question de la santé. À la suite de ça, j'ai rencontré la banque Van Breda, j'ai rencontré Prabel et Patrick Auvert, qui était dans la salle avec sa présidente, et qui m'ont fait revenir. J'ai également rencontré l'UCM. Oui, Euh, oui, tu m'en avais parlé, c'est oui, tout à fait. Aujourd'hui,
Et surtout, j'ai rencontré David Clarenval, Ouais, qui est un de vos élus, qui est maintenant vice-premier ministre chez vous, exactement. des PME, comme vous dites ici, Ouais, PME chez vous. ouais, c'est juste. Ouais. On s'est rencontrés 3 fois. Et David, qui est un petit-fils d'agriculteur et qui est très, très attaché à la question de l'entrepreneuriat, a débloqué en Belgique une somme de 5,6 millions pour que vos 13 caisses de retraite, ou caisses sociales, pardon, puissent Ouais. développer des actions concrètes sur la santé au travail. Eh bien, je voudrais saluer l'initiative de la caisse sociale de l'UCM, Renaud Francard et toute son équipe, qui permettent aujourd'hui de déployer le dispositif Amarok e-santé. Et aujourd'hui, en Belgique, nous continuons à œuvrer. Ça permet à chaque entrepreneur de s'auto-évaluer et très souvent, la majorité, tout va bien. Mais quand une balance est plutôt dans le stress, on déclenche un test de dépistage du burn-out. Et là, si on décèle un risque sévère, on déclenche une alerte. On permet à cet entrepreneur de rentrer en contact gratuitement avec des professionnels de l'écoute pour qu'il puisse vider son sac. Parce que je terminerai là-dessus. J'ai dit que entreprendre était bon pour la santé, mais je dois aussi, à la vérité, de rajouter que entreprendre, c'est aussi épuisant. Et Ouais. c'est pas antinomique. On peut s'éclater dans son métier, mais on est tellement surinvesti, l'existence gründer. C'est mon Ouais. existence, hein. Je travaille énormément, je dors pas assez, etc., que finalement, je crée les conditions de mon propre épuisement. C'est ça qu'il faut rectifier. Ouais, c'est vrai que ça devient presque une question de vie ou de mort, hein, finalement. Mais c'est vraiment chouette que tu parles de David Clarenval. J'avais prévu de l'interviewer aujourd'hui, mais finalement, il ne pourra pas être des nôtres. Mais c'est super de saluer cette initiative qui est très concrète et qui permet vraiment d'arriver à un soutien efficace. Et qui fait de la Belgique un des pays les plus en pointe maintenant sur cette question de la santé mentale des entrepreneurs. Ah oui, mais ça, c'est magnifique. Grâce évidemment à ton intervention à Maroc. Et donc, ça, c'est magnifique. Je retente le coup avec Lydia pour voir si elle veut clôturer cet épisode. Lydia, es-tu là? Et si oui, est-ce que tu aurais un mot de conclusion de cet épisode? Oui, je suis là. Pour conclure, je dirais que cette discussion a montré combien le bien-être des entrepreneurs est essentiel pour la pérennité des entreprises. Merci à Olivier Torres pour ses éclairages précieux et à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, Eh bien, Lydia. c'est pas mal, hein? On va rester là-dessus. Lydia a bien voulu revenir une deuxième fois. Merci pour le mot de la fin. C'était un échange entre humains avec une toute petite touche d'intelligence artificielle. Voilà, merci beaucoup, Olivier. Merci, Jean. Et peut-être à l'année prochaine. Ah, je l'espère. À l'année prochaine, le rendez-vous est Un pris. proverbe français dit jamais 203. Allez, on le connaît aussi. Super. Super. Ah, elle n'a pas voulu venir la deuxième fois, mais voilà. Soit une petite touche. Voilà.